Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous rappeler le fonctionnement de l'algorithme de rétropropagation et je vais revenir sur quelques concepts de la descente du gradient. Donc, je considère ce perceptron avec 3 entrées dans la fonction d'activation et la fonction sigmoid. Donc, on va prendre f de y est égal à 1 sur 1 plus e moins y. Donc, notre objectif est de construire un modèle de prédiction linéaire, tel que les XI, ce sont les entrées, et les ZI est la sortie attendue. La sortie attendue. Donc, d'abord, on va écrire les équations du système. En ce qui concerne la sommation pondérée, Y, elle est la composition de tous les messages synaptiques. Donc, Y est égal à la somme WI, XI, plus W0. W0 est le biais, d'accord. WI, les coefficients synaptiques, XI, les inputs. Maintenant, pour la fonction d'activation, Z, la sortie produite, ce sera F2Y. Donc, notre but est de minimiser l'erreur. Donc, parce que pour améliorer les performances de prédiction de notre réseau, on a besoin de minimiser ou bien d'optimiser la différence entre le Z attendu et le Z, donc la fonction produite. D'accord. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de calculer les gradients. Ce qui fait, on va voir le gradient de l'erreur par rapport au coefficient synaptique. Donc, vous avez vu comment la distance du gradient permet l'exploration guidée de l'apprentissage. Donc, pour ajuster les paramètres, on va calculer les gradients. Donc, pour l'erreur, je vais prendre l'erreur du moindre carré, 1 sur 2, la somme pour toutes les observations. Donc, Z moins Z estimé au carré. Donc, notre but est de calculer la dérivation de la fonction objective par rapport au point synaptique. Parce que l'idée, c'est de modifier l'intensité des messages afin d'activer davantage le neurone. Donc, si on arrive à activer davantage le neurone, on peut optimiser ce que veut dire cette valeur. Donc, est-ce que c'est clair? L'erreur, oui, c'est mean square error. Donc, il y a plusieurs fonctions de perte. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions de perte. Par exemple, si vous allez consulter keras.losses, donc vous allez trouver plusieurs fonctions d'erreur. On peut par exemple utiliser la fonction binary cross entropy. Ici, c'est juste pour simplifier. J'ai pris mean square error juste pour simplifier, d'accord. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, ici, on a une prédiction binaire de classe. Donc, on peut utiliser, par exemple, binary cross entropy. Il y a d'autres, par exemple, fonctions de Peirce, par exemple, focal loss, categorial cross entropy, d'accord. Donc, ici, c'est pour... Donc, oui, si par exemple, on a la prédiction de plusieurs targets, d'accord, on a plusieurs classes, là, on peut faire de même, sauf qu'on va étendre... Donc, on va étendre l'erreur pour prendre en considération les K classes. Par exemple, de K est égal à 1 à MB classe. Toujours, on garde même erreur. Voilà, en ce qui concerne l'erreur. Donc, maintenant, le but est d'étudier la variation de l'erreur par rapport au coefficient synaptique.
Donc, en ce qui concerne la variation de l'erreur par rapport au coefficient synaptique, cela nous donne la variation de l'erreur par rapport au signal d'activation, les entrées d'activation, fois la variation du signal d'activation par rapport au coefficient. Donc, c'est ça l'idée. Donc, l'idée est d'essayer de modifier l'intensité des messages entrants. Par exemple, supposons le coefficient W3, c'est un coefficient activateur. Donc, on va essayer d'augmenter sa valeur pour augmenter sa contribution. Donc, quand on augmente la contribution activatrice, donc on va demander aux neurones de s'activer davantage pour produire ici une valeur optimale. Donc, c'est ça l'idée. Si par exemple, pour un coefficient inhibiteur, supposons le W1, c'est un coefficient inhibiteur. Donc, on va essayer de diminuer légèrement sa valeur pour enlever sa contribution. Donc, bien sûr, théoriquement, on calcule le gradient de l'erreur. Alors, on va prendre l'erreur E, on va calculer le dérivé de E par rapport au coefficient W. Cela nous donne, donc, je vais prendre donc, ce dérivé de E par rapport Z. Donc, pour le dérivé, multiplié par dérivé de Z par rapport W. Donc, pour ce terme, je commence par ce terme. Donc, pour ce terme, le dérivé de E est égal. Oui, dérivé de E par rapport à Z. Si vous avez, par exemple, une fonction, bon, je vais prendre n moins x au carré, par exemple. Je cherche le dérivé par rapport à x. Donc, c'est moins 2 n moins x. Donc, pour la valeur de l'erreur ici, donc nous allons 1 sur 2, garde le 1 sur 2, voilà, puis moins 2, d'accord, moins 2, multiplié par, voilà, z, moins z à estimer au carré, pour toutes les observations. Ah, pardon, oui, merci, oui, pardon, oui. On a fait la dérivée, donc c'est OK. Donc, multiplié par z, w, et. Donc maintenant, on va chercher, on va essayer de calculer la dérivée de z par rapport au coefficient WI. Donc, on calcule la dérivée de z par rapport au coefficient WI. Donc, on a le z est égal f de y. D'accord. Donc, c'est le dérivé de f par rapport à y fois dérivé de y par rapport au coefficient W et. D'accord. Donc, parce qu'ici, on applique la règle de dérivation en chaîne. Si vous avez, par exemple, une fonction composée y, u de x, pour calculer le dérivé, c'est bien dérivé de y par rapport à u de x fois dérivé de u de x. Donc, la règle en dérivation en chaîne, donc, c'est ce que veut dire le point le plus important dans l'algorithme de rétropropagation du gradient. Donc, on a appliqué ça pour calculer les dérivés de l'erreur et aussi dérivés de ce terme. Donc, dérivé de l'erreur par rapport dérivé de WI. Donc, on peut simplifier. Donc, on va prendre le target moins, donc l'output moins target, on va dériver de f de y, dérivé de y, w, et. Cela donne, donc pour ce terme,
dérivé de y, c'est bien ce que veut dire dérivé de la fonction sigmoïde. Donc, dérivé de la fonction sigmoïde, E moins y sur 1 plus E moins y au carré. Voilà. Pour ce terme, donc, la sommation pondérée est égale y, la somme de WI, XI, W0. C'est par exemple, on va prendre dérivé de y par rapport W1. Si on a comme ça, y est égal à W0. Je prends dérivé de y par rapport, par exemple, W1. Par rapport à W1. Donc, 0, 0, 0. Ici, c'est x1. x1. Donc, dérivé de y par rapport à WI, c'est bien les xi. Pour toutes les observations, bien sûr. Donc, il faut associer chaque point avec l'entrée qui lui correspond. D'accord? Donc, c'est le dérivé de l'erreur. Maintenant, on peut écrire la loi d'apprentissage. D'accord? On peut écrire la formule de rétropropagation. Donc, la formule de rétropropagation, c'est bien pour modifier les poids. Donc, pour chaque WI, autant T plus 1, on a la formule suivante. WI, autant T, moins le taux d'apprentissage, alpha de T, multiplié par dérivé de l'erreur. Dérivé de l'erreur. Le taux d'apprentissage. Donc, pour le taux d'apprentissage, on peut prendre une valeur constante et on peut aussi utiliser d'autres méthodes. Ça veut dire qu'on peut diminuer progressivement la valeur de learning rates. Donc, par exemple, tu peux utiliser la méthode inverse scaling. Inverse scaling. Là, on va étudier le taux d'apprentissage, ce que veut dire dans le temps. Donc, on va diminuer progressivement le taux d'apprentissage. Il y a aussi la méthode adaptative. Donc, cette méthode, elle maintient un taux d'apprentissage constant, ce qui veut dire tant que la perte continue à diminuer. Puis, après 2 époques consécutives, si la perte ne diminue pas, là, on va modifier le taux d'apprentissage. L'idée c'est la suivante. Donc, on a dit que pour des taux d'apprentissage trop faibles, on risque d'avoir une lenteur de convergence. Ce que veut dire, si on suppose ici le minimum local, donc on aura le risque d'avoir une lenteur de convergence. Si tu prends une valeur trop petite, donc peut-être tu as besoin de plusieurs époques, surtout si vous avez un problème complexe. Donc, si, par exemple, vous allez prendre des valeurs très grandes, des valeurs élevées, là, il y a un problème d'oscillation. Ce qui veut dire, on peut avoir, ce que veut dire ce point va, ce que veut dire, faire un saut directement vers, donc, on risque d'avoir oscillation. Ça veut dire s'éloigner de la valeur minimale. Donc, ces méthodes essayent de trouver ce que veut dire le meilleur compromis.
d'accord, entre des valeurs trop petites et des valeurs grandes. C'est ça. Donc, vous pouvez varier le alpha de t donc, en termes de temps. Voilà. Surtout pour vos problèmes, par exemple, si vous avez des problèmes à résoudre, donc essayez d'utiliser, par exemple, la méthode adaptative ou bien l'inverse scaling pour voir. Alors, on continue ici. Le WE, t plus 1, autant. Donc, c'est toujours moins alpha, le learning rate, puis vous remplacez avec Z moins Z, Y au carré, XV. Donc, c'est la loi d'apprentissage. Donc, maintenant, on peut appliquer la distance du gradient, delta. Donc, on n'a pas utilisé la distance du gradient. On a juste, je vous ai donné un exemple, juste pour calculer delta W. Donc, delta, la variation dans W, juste la variation en ce qui concerne les poids, la valeur des poids. Et je vous ai donné ce que veut dire les différentes sections. C'est tout. Alors, distance du gradient. Donc, tout d'abord, vous allez, par exemple, sélectionner quelques observations. D'accord? Quelques observations. Par exemple, pour l'exemple de neurone, de ce perceptron, on va prendre 3 observations, d'accord? Un échantillon, X1, donc un grand X, donc les valeurs 1. Donc on va prendre notre X, donc 1, 1, X3, 0, 1, moins 1. Donc, puis après, on va faire l'initialisation des poids, d'accord? Donc, pour le coefficient W0, on va prendre 0 normalement, donc c'est moins 1. W1, 2, W2 est égal. Donc W2 moins 1, W3, 1. Donc on fait l'initialisation aléatoire des points. Puis après, on va calculer l'erreur et on fait la mise à jour du poids. Donc tant qu'il n'y a pas de convergence, donc non-convergence, calculer l'erreur de prédiction, d'accord? L'erreur de prédiction. Puis faire la mise à jour des points. Donc c'est ça la descente du gradient. Donc cet exemple, on va essayer de ce que veut dire faire le calcul. Donc on va prendre un seul exemple, puis après je vous donne directement les résultats. Donc pour le premier exemple, on a fait l'initialisation des poids.
donc on a pris des observations, un échantillon, donc x1, x2, x3, tel que la sortie de, ce qui veut dire la sortie attendue de x1, c'est 1, est égal à 1, la sortie attendue de x2 est égale à 0, et le x3, il appartient à la classe, donc S3 est égal à 1. Donc on va calculer, donc on a besoin de calculer le gradient de l'erreur et de calculer ce que veut dire la modification du poids. Donc pour le gradient, il faut calculer tout d'abord le y, donc c'est le W0 plus, oui, W1, ce 1, ce 3. Donc, on va prendre l'exemple de x1, d'accord, x1. Donc, le biais, c'est moins 1, plus x1. Donc, la première modalité, c'est bien 1. W1, c'est 2. Donc, 2 fois 1, plus W2, c'est égal à 2. Deuxième modalité, c'est moins 1. W2, oui, c'est égal à 1. Donc, W2 est égal à 1. Le X2 est égal à moins 1. D'accord. Puis W3, moins 1. Le X3, 1. Donc, cela nous donne, oui, en principe, moins 1. Moins 1. Maintenant, on peut calculer la sortie, donc après l'activation. Donc, Z est égal à F de Y est égal à F de moins 1. Z est égal à F de moins 1. Donc, la fonction d'activation, c'est la fonction sigmoïde. Donc, 1 sur 1 plus E moins Y. Normalement, sera la valeur 0,2 2689 en ce qui concerne ce point. Maintenant, pour calculer l'erreur, on peut calculer l'erreur aussi, d'accord? Il suffit de faire le carré. Mais réellement, on a besoin de calculer ce que veut dire l'erreur, ce que veut dire la dérivée, parce qu'ici, on fait le output moins le target. Donc, d'accord, même quand j'ai affiché les résultats avec le programme que j'ai fait, donc juste j'ai pris l'output moins le target, d'accord. Mais vous pouvez calculer ça aussi. Mais on a besoin pour le calcul de W de target, plutôt l'output moins le target. Donc, output moins le target. Donc, ça dépend ici. Donc l'output ici, c'est bien, oui, 0, etc. Donc, le target, c'est moins. Pour la première, c'est moins 1. Cela nous donne... Oui, un petit calcul, s'il vous plaît. Puis après, on peut calculer ce que veut dire la variation pour ce W, pour le point W. Moins 0, OK. OK, merci. Donc, c'est pour cette observation, pour le X1. Donc, si on va, ce que veut dire si on décide de faire la modification de poids après cette itération, cette première itération. Il suffit d'écrire les WI, et c'est égal, par exemple, on va voir, c'est de voir W1. Donc, l'ancienne valeur qui est W1 autant T, 2, oui, moins
Alors, pour le taux d'apprentissage, c'est une donnée, donc d'après l'énoncé de l'exercice, oui, est égal 0,5, oui. Donc 0,5, voilà. Donc 0,5, puis l'erreur. Donc ici, j'ai fait la somme de toutes les observations, mais vous pouvez faire ce que veut dire la mise à jour pour chaque observation. Donc, fois l'erreur. Donc, puis après, il faut prendre cette valeur. Le XI, ici, donc c'est ce qui veut dire je cherche la modification de W1. Le XI, je prends quel XI ici? Donc, je prends le 1. Je prends le 1 parce que je prends le 1. Parce qu'il faut associer, supposons, j'ai le réseau suivant. Il faut associer chaque poids avec l'input qui lui correspond. Ça veut dire, pour ce x, ce point x, on a un vecteur x qui contient ce que veut dire 3 coordonnées, donc 1, moins 1, 1. Donc, pour faire la modification, il faut à chaque fois associer le poids avec l'input qui lui correspond. Ici, le xi, c'est 1, puis moins 1, puis 1. Donc, ici, c'est avec le W1, avec le W2, c'est avec le W3. Voilà. هنايا باش نحسبوا ال W2 اسكو نعاودوا نحسبوا كلش بهذا ال W1 باش نكملوا W2 ولا شنو نكملوا طول. Bon, écoute, à ce niveau-là, moi, je suis en train de calculer la mise à jour pour chaque observation. Par exemple, on a pris l'observation 1. Donc, on a le W0, W1, W2, W3. Donc, on va calculer le Y. On a calculé l'Y et aussi ce que veut dire dérivé. Donc, pour cette observation, donc, je vais essayer de faire la mise à jour de chaque poids. Donc, ça veut dire quand je calcule dérivé, le gradient, je peux voir quelle est la modification à effectuer pour W0, quelle est la modification à effectuer pour W1, de même pour W2 et W3. Donc, cette observation, c'est bien l'observation qui contient les 3 coordonnées qui sont x1, x2 et x3. Donc, le grand X, le point, c'est le grand X. Donc, le x1 ici, c'est 1. Le x2, moins 1. Le x3, 1. D'accord. Donc, ce qui fait, quand je cherche à, par exemple, à faire la mise à jour de W1, je vais prendre l'ancienne valeur. Donc, ici, c'est la valeur d'initialisation. La valeur d'initialisation, oui, 2, plus moins le taux d'apprentissage, puis le gradient. Donc, le gradient de l'erreur par rapport au coefficient. Donc, ici, c'est le gradient par rapport au coefficient, donc 1. Puis après, c'est pour le coefficient 2. Je vais faire la mise à jour. Donc, je vais prendre l'ancienne valeur de ce coefficient. Donc, c'est bien le W2, c'est 1, moins le taux d'apprentissage, voilà. Le gradient de l'erreur par rapport W2. Donc, le gradient de l'erreur par rapport W2. Mais ce qui fait, ça veut dire, ce que veut dire, si vous avez remarqué, c'est la même chose, parce qu'ici, pour chaque, ce que veut dire le Y est égal la composition de tous les messages. Donc, c'est bon, c'est la même chose ici, d'accord, c'est la même chose. Donc, si vous allez prendre une observation. Puis, pour la deuxième observation,
O2. Donc ici, par exemple, c'est 0, 1, moins 1. Donc maintenant, une fois on a, ce que veut dire, on a fait la mise à jour. Donc, par exemple, on a W0 prime, W1 prime, W2 prime, 3 prime. Donc, le processus est itératif parce que l'algorithme de la descente du gradient fonctionne itérativement. Donc, on fait la même chose. Donc, ce sont les points initiaux et on essaie de calculer l'erreur, ce que veut dire le gradient de l'erreur, à partir de cette observation. La convergence, par exemple, quand vous allez atteindre l'erreur minimale, par exemple. D'accord. Oui, ce que veut dire il faut fixer, par exemple, il faut fixer ce que veut dire l'erreur minimale à atteindre. Ou bien il faut fixer le nombre d'époques, par exemple. 10 fois, ce qui veut dire, quand est-ce que, ce que veut dire, je peux m'arrêter, par exemple, quand on a, par exemple, il n'y a aucune correction qui ne peut être effectuée. Ça veut dire les points sont stables, par exemple. Des fois, quand ce que veut dire, vous allez atteindre, par exemple, une erreur minimale, par exemple, donc, ou bien un nombre d'époques que vous avez choisi. Donc, ça dépend du problème, d'accord? Alors maintenant, écoutez, ici, moi, je suis en train d'appliquer la distance du gradient. Mais on peut aussi appliquer la distance du gradient stochastique. Donc, on peut appliquer le gradient stochastique. Ici, j'ai fait la mise à jour des poids après avoir, ce que veut dire, après avoir fait passer chaque observation. Mais on peut faire ce que veut dire la mise à jour, ce que veut dire ici, dans ce cas-là, c'est le gradient stochastique. D'accord. Parce que pour chaque observation, je fais la mise à jour. Mais on peut aussi, ce que veut dire, utiliser le gradient. Utiliser le gradient, la descente du gradient, donc l'algorithme classique. Là, on va, ce que veut dire modifier les poids après faire passer toutes les observations. Ça veut dire au passage de toutes les observations, je fais la modification. Donc, je fais la modification. Dans ce cas-là, on va prendre l'erreur totale. D'accord? C'est le cas ici, par exemple. Si je fais la somme de sur toutes les observations, je vais prendre le gradient, ce que veut dire l'erreur totale. L'exemple est comme suit, par exemple. Pour chaque itération, c'est par exemple, on va faire ça, on va reprendre. La deuxième et la troisième. W1, W2, W3. Donc, si vous allez utiliser la descente du gradient, donc l'algorithme classique, donc juste, je vais essayer de, ce que veut dire calculer l'erreur, le E, pour la première observation, pour la deuxième et pour la troisième observation. Et je garde les mêmes coefficients. 2, 3. Puis, après avoir fait passer toutes les observations, je vais calculer l'erreur totale, le grand E, erreur totale, et effectuer la mise à jour. Ça veut dire après chaque époque, d'accord? Après chaque époque. Donc, ici, quel est l'inconvénient de cette méthode? Très bien, c'est la lenteur de convergence.
parce qu'il faut attendre, ce que veut dire jusqu'à ce qu'on va faire passer toutes les observations pour faire la mise à jour des points. Donc, il y a une lenteur de convergence. Par rapport à ici, donc une rapidité de convergence, oui, rapidité de convergence, mais aussi on risque d'avoir des oscillations. D'accord. Donc, il y a une autre solution qui essaie de trouver le meilleur compromis entre ces deux méthodes, c'est d'utiliser la notion de mini-batch. Donc, pour les mini-batch, donc, vous pouvez définir ce que veut dire la taille de chaque batch, donc, pour prendre juste un bloc d'individus. Donc, ce sera un meilleur compromis. Donc, essayez, par exemple, dans vos projets d'études, d'appliquer le mini-batch. C'est mieux. Donc, ça va vous aider à optimiser les performances. D'accord. Maintenant, je vous donne quelques itérations, les résultats directs de quelques itérations, sachant que le programme utilise ce que veut dire le gradient classique, d'accord. Utilise cette méthode. Donc, on ne sait jamais vous voulez la programmer ou bien. Le résultat, donc, la première itération. Donc, l'erreur totale, bien sûr, parce qu'on a appliqué le gradient, la descente du gradient. Donc, l'erreur totale, c'est moins 0, 2689. Puis, le W1, 2, 3199. W2, 0,8, 5, 9, 5. W3, moins 0,8, 0, 0, 5. Le biais, W0, est égal à moins 0, 9, 6, 0, 9. C'est pour la première itération. Donc, pour l'itération de convergence, après 1000 itérations, donc après 1000 itérations, on a eu l'erreur est égale moins, donc 4, 1, 0, 6. Donc, vous voyez que l'erreur est optimale. Donc, après 1000 itérations, vous pouvez atteindre une erreur minimale. W1, 4,22. W2, moins 0,9. 943. W3, 3,6007. Donc, le biais, W0, moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport au poids initial? Donc, les poids de convergence. W1, W2, W3. Il y a une augmentation, oui, il y a une augmentation légère et aussi, ce que veut dire, on a diminué légèrement quelques points. Donc, ça dépend si le coefficient est activateur ou bien si le coefficient est inhibiteur. D'accord. Alors, est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, on va essayer de faire ce que veut dire un neurone de plusieurs couches, d'accord, un réseau de neurones avec plusieurs couches, essayer d'écrire les formules, d'accord, pour pouvoir calculer ensuite ou bien faire la mise à jour des points. Donc, ici, on a un réseau de neurones avec une couche d'input, couche hidden layer, la couche cachée et la couche de sortie. Donc, pour appliquer la descente des gradients, on va aussi écrire les équations du système, puis calculer le gradient et appliquer la loi d'apprentissage. Donc, pour ce type de réseau, donc, on va écrire le Y
Donc, le Y, ça sera pour chaque couche. Donc, L plus 1, ça veut dire, si on prend par exemple Y pour la couche L plus 1, pour la troisième couche, donc on aura le terme suivant, donc les W et G de la couche L plus 1, donc multiplié par les sorties de la couche L. Donc, les sorties de la couche L. D'accord, les sorties de la couche L. Bien sûr, il faut garder toujours le biais pour la couche L plus 1. Donc, de G de 1 à N. Donc, si par exemple, vous prenez ce coefficient W et G, donc c'est la connexion, donc c'est le JM neurone de la couche L avec la connexion de le IM neurone de la couche L plus 1. Donc ça veut dire il faut voir les couches ici. Par exemple, je prends le neurone de la couche L plus 1 et je vois la connexion avec le neurone de la couche L. Ici, d'accord. Donc, il faut ici préciser, pour les réseaux multicouches, il faut préciser la couche. Pour le Z, oui, pour les fonctions d'activation, le Z aussi, on va préciser les couches. Donc, les couches, donc pour, par exemple, si on prend ZL, parce qu'ici, j'utilise les sorties ZL, de la couche L ici. Donc, ZL est égal, par exemple, pour chaque neurone. Donc, ici, je prends G. Donc, pour chaque neurone, donc c'est F2, c'est toujours la fonction d'activation, bien sûr, de Y de I de la couche L, de la couche en question. Donc, en ce qui concerne les fonctions. Donc, si on prend donc cet exemple, on veut par exemple calculer le Y pour, par exemple, les neurones A, B et C. Donc, on va faire par exemple, le A est égal, dans ce cas-là, pour le A. Donc, voilà WX A, WX A, oui, fois X, plus WYA fois Y. Donc, je vous ai dit qu'il faut associer les inputs ou bien chaque modalité avec ce que veut dire le poids qui lui correspond. D'accord. Puis, le biais, ici, il y a un biais, d'accord? Il y a un biais qui est W, donc ici, il est moins 1. Donc, on peut écrire comme ça, moins 1. Donc, WA, la valeur de WA. Donc, pour le B, par exemple, on va prendre ce que veut dire pour le B. Donc, la sommation pour le B. Donc, c'est toujours la somme. Donc, de J est égal à 1 à jusqu'au N. Donc, c'est W XB fois X plus, donc, l'entrée WYB fois Y plus, est-ce qu'on a un biais ici? Oui, moins 1. W, la valeur c'est WB. De même pour C, donc vous voyez, on est aussi dans la couche, ce que veut dire le hidden layer, donc pour chaque neurone, le I, c'est ce que veut dire l'ensemble des neurones. Le C est égal, oui, pour le C, on a, oui, WXC, fois X, plus WY, oui, YC, fois Y, WC. Puis après, ce que veut dire, on peut calculer, oui, les sorties après activation. Donc, d'après l'énoncé de l'exercice, les unités A, B, C, ils ont une fonction d'activation linéaire. F de x est égal à x. Donc, du coup, donc on peut dire que f de A,
Voilà, f de A est égal à A. Bien sûr, si vous avez d'autres fonctions d'activation, donc il faut voir ce sera le résultat. Donc, f de A est égal à A, f de B est égal à B, f de C est égal à C. Parce qu'on a une fonction d'activation ici, linéaire. Voilà. Maintenant, pour le D, donc on peut passer au D. Donc, toujours, il faut écrire ce que veut dire le Y, puis la source C. Donc, pour le D est égal, oui. Donc, on va prendre les poids WAD, WAD, fois A. Oui, parce que, bon, réellement, c'est F de A, bien sûr. C'est la source, c'est F de A. Bon, donc, WAD, A, WBD, B, puis WCD, bon, c'est F de C, plus le biais, moins 1, WD. Donc, pour calculer l'estimation, donc ce que veut dire la sortie produite, c'est bien F de D. Donc, si par exemple vous avez ici une fonction d'activation sigmoïde, donc vous appliquez F de D. Ça, ce que veut dire donc concernant les deux équations du système Y et Z. Maintenant, on peut calculer ce que veut dire le dérivé, l'optimisation de l'erreur. Donc, la dérivation de la fonction objective. Donc, pour la dérivation de la fonction objective, juste je vous donne la formule de E. Donc, par rapport, par exemple, on va prendre ce que veut dire par rapport au poids de la couche 2. Je vais préciser, par rapport au poids de la couche 2, par exemple, GK. Donc, on va prendre la somme de Z3 moins la sortie. Donc, si on prend par exemple Z de la couche 3 par rapport au W et 2. Donc, on va ici, je vous donne la formule de l'erreur pour par exemple la couche de sortie. Donc, ici, on va utiliser le gradient par rapport au coefficient de la couche 2. D'accord. Donc, on garde toujours l'erreur des moindres carrés. Donc, puis on va essayer de trouver ce terme. Dérivé de Z3 par rapport au coefficient de la couche 2. Donc, cela nous donne moins S. Donc, dérivé de F de la couche 3, d'accord? Dérivé de Y de la couche 3 fois dérivé de Y de la couche 3 par rapport dérivé de Y de la couche 3 par rapport dérivé de Z de la couche 2. Très bien, de la couche 2. Puis, fois dérivé de F de la couche, maintenant c'est la couche 2. La couche 2. Donc, par rapport dérivé de Y de la couche 2. Donc, puis, dérivé de Y de la couche 2 par rapport au poids dérivé de. Donc, toujours pour le neurone GK. Donc, ça veut dire, vous allez calculer donc l'erreur, ce que veut dire par rapport au poids de la couche précédente. Parce qu'on essaie, ce que veut dire de trouver l'erreur à partir de la première, donc la dernière couche, vers la première couche. Donc, ça sera pour ce que veut dire quel que soit l'exemple, quel que soit le nombre de couches. Donc, c'est ça ce que veut dire la loi d'apprentissage dans ce cas-là. OK, c'est bon? Moi, j'ai terminé, c'est bon.
Si vous avez des questions en ce qui concerne ce que veut dire cet exercice ou bien en ce qui concerne la distance du gradient et ce que veut dire tous les modèles de machine learning qu'on a vus pendant le cours, vous pouvez m'envoyer un email, d'accord? Merci.